Yaorana tato patoa ite arui o ya maitei oto ite mataiti api o vau Jacques Vernaudon e ihiri o vau e teinei e harimua na roto te rofrani no te motata te farumai. Donc je suis donc Jacques Vernaudon, je vous souhaite d'abord une belle et heureuse année 2020 et donc on m'a sollicité pour intervenir dans le cadre de cet événement. Vous me dites si je ne parle pas assez fort, ça, vous entendez ou ça va? Ça va? On m'a demandé, je suis linguiste donc de formation et donc on m'a demandé d'intervenir pour vous parler du bruit. J'ai proposé le titre suivant, perception, bruit au pluriel et silence. Alors j'ai commencé à travailler un petit peu sur le sujet il y a peu de temps en fait, parce que c'est à l'occasion de cette rencontre que j'ai commencé à regarder le dictionnaire d'Académie tahitienne un peu plus en détail. Donc en fait ça va être ma source principale dans mes explications. Il se trouve qu'à l'université en ce moment nous travaillons sur une base de données qui héberge les informations du dictionnaire et donc ça me permet assez facilement de naviguer dans cette source d'information et parfois de compiler de l'information qui n'est pas forcément accessible directement lorsque on consulte le dictionnaire en ligne ou lorsqu'on consulte le dictionnaire papier. Je m'explique, lorsque nous avons travaillé sur la structuration de la base de données, j'ai systématiquement renseigné des champs sémantiques. Et il se trouve que, avant que ce soit programmé cet événement, j'ai renseigné un champ sémantique perception. Donc j'avais un peu des données déjà à regarder, en quelque sorte, quand on m'a demandé si je voulais parler de ce sujet. Donc c'est de ça dont je vais discuter avec vous, ce n'est pas une conférence, c'est une discussion, un échange informel. Et il se trouve que je ne l'avais pas prévu, mais il y a beaucoup de spécialistes dans le public. Donc je n'hésiterai pas à leur donner la parole pour qu'ils complètent ce que je peux dire de parfois très incomplet. Alors d'abord, puisque le titre c'est perception, bruit et silence, ou bruits et silence dans la langue tahitienne, commençons par donner une définition de ce qu'est la perception. Alors les psychologues définissent la perception de la manière suivante: opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel. Donc la perception est une des composantes de la cognition humaine, c'est-à-dire la faculté qui permet aux êtres vivants de construire de la connaissance sur le monde dans lequel ils évoluent. Pour construire du savoir sur le monde, notre cerveau, si je me concentre sur notre espèce, a besoin de capter des informations dans le milieu ambiant qui nous entoure pour la traiter, l'interpréter et construire des représentations mentales. Ces représentations mentales sont des constructions complexes qui mêlent à la fois des données extérieures issues du milieu ambiant et d'autre part, une part tout à fait significative d'inférences subconscientes produites par notre cerveau dans son travail d'interprétation. Pour le dire trivialement, le cerveau bouche les trous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il capte, nos sens captent des morceaux du réel et notre cerveau recomplète les images mentales ou les images auditives qui ont pu être perçues. D'ailleurs, ce travail d'interprétation qui rebouche les trous, en quelque sorte, est à l'origine de ce qu'on appelle les illusions perceptives. Le milieu qui nous entoure est un continuum de phénomènes physiques à partir duquel nos sens vont capter une portion d'information. Nos yeux, par exemple, perçoivent des rayonnements électromagnétiques entre 380 et 780 nanomètres. En deçà et au-delà, on a ce qu'on appelle les infrarouges ou les ultraviolets, que nous ne percevons pas. Pour ce qui est de l'oreille humaine, puisqu'on va y venir tout de suite, pour ce qui est de l'oreille humaine perçoit donc des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz, mais à titre de comparaison, par exemple, les chats ou les chiens peuvent percevoir des sons jusqu'au-delà de 40 000 Hz, c'est-à-dire qu'ils perçoivent dans ce qu'on appelle les ultrasons. Tout ça pour dire qu'en fait, nous percevons que des portions du réel par nos sens. Et ce qui est intéressant justement ici dans cette discussion, c'est de voir comment chaque langue, et en particulier ici le tahitien, va organiser deux choses. Je vais me concentrer sur deux points. C'est les mots de la perception, c'est-à-dire quels sont les mots qui désignent des actes de perception, et est-ce que le découpage de ces actes de perception
se fait comme en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Alors je peux déjà vous répondre que non, évidemment. Hein. Et puis d'autre part, on va discuter des objets perçus, c'est-à-dire comment les langues, et comment la langue tahitienne en particulier, nomment les objets que nous percevons. Et ce qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est précisément de comparer des langues entre elles. Ici, je vais faire une comparaison assez simple de temps en temps entre le français et le tahitien, mais on peut très bien, dans la discussion, prolonger la comparaison avec d'autres langues, le marquisien, etc. C'est-à-dire comment chacune des langues, dans un continuum perceptif, décide de segmenter de telle ou telle façon le réel. Alors d'abord, des mots pour dire la perception, et là tout de suite on va pouvoir discuter en fait. Les mots pour dire la perception en tahitien, avant donc de rentrer dans l'ouïe en particulier, puisque nous sommes ici dans un espace bruyant, où on va parler du bruit et des sons, on va d'abord discuter des mots en général qui désignent un acte de perception. Alors il existe évidemment en tahitien des mots pour la vue, j'en vais en citer quelques-uns. Ite, que l'on traduit communément par voir, hio, que l'on traduit par regarder, mateit, mais qui est déjà une façon particulière de regarder, hein, regarder quelque chose avec un certain intérêt, comme regarder un spectacle par exemple. Et puis on a tout un tas de nuances, par exemple fa'ao, qui est regardé de manière détournée, discrète, voilà, sur le côté. Tout tonu, qui est regardé fixement. Vous voyez qu'en français, je passe par des expressions composées, regarder plus quelque chose. Le tahitien lui-même a déjà des mots spécialisés pour chacune de ces façons de regarder. Et ça, c'est déjà intéressant, dans la manière dont le tahitien découpe justement cet acte perceptif. Alors, il y a d'autres mots pour la vue, mais on va avancer sur d'autres canaux de perception. Avant d'avancer, j'aimerais souligner que c'est probablement pour la vue qu'on a le plus de mots. Dans la base que j'ai pu consulter, c'est là que je trouve le plus de mots. C'est là qu'il y a la plus grande richesse lexicale dans l'expression des manières de voir et de regarder. Et l'autre élément important, c'est que le mot « ite » signifie en fait à la fois voir et savoir connaître. Donc ça veut dire que pour les tahitiens, sans qu'ils le disent explicitement en tout cas, mais leur langue le dit, probablement que le canal visuel est un des canaux essentiels de l'acquisition de la connaissance, puisque c'est le même mot. Ce ne sont pas des homonymes, c'est vraiment le même mot, étymologiquement, qui veut dire à la fois voir et savoir. Si vous voulez intervenir dans la discussion dès maintenant, ça me va très bien. Oui. Oui, il y a des découpages, il y a des mots qui peuvent traduire ce que dit le tahitien, et de la même manière, il y a des mots en français qui peuvent traduire le tahitien réciproquement. Mais ce que je veux dire, c'est que entre l'ensemble des mots disponibles en tahitien pour voir, qui traduirait voir ou regarder, et l'ensemble des mots disponibles en tahitien, en anglais ou en français, donc vous avez deux ensembles, il n'y a jamais dans aucune langue du monde ce qu'on appelle des relations bijectives, c'est-à-dire une relation telle qu'à un élément de la langue A correspond un et un seul élément de la langue B et réciproquement. Donc vous allez avoir des correspondances croisées. On va en voir des exemples plus précis justement sur écouter, entendre. Et donc c'est ça qui rend les choses passionnantes quand on travaille sur des langues de manière comparative, c'est de voir comment chacune des langues a décidé d'organiser, encore une fois, tel ou tel champ sémantique. Alors sur le goût, mais là je me tourne vers John, je n'ai trouvé comme mot courant en tout cas que le mot ta'amata, pour goûter, pour l'idée de goûter quelque chose, goûter un aliment. Est-ce que tu as un autre mot qui te vient en tête? Il y a le rapport avec l'odeur. Mais le fait de, si tu dis, ah oui d'accord, si tu peux dire goûter en passant par hawa, je goûte ce... Mais là, mais on sait que c'est par le canal. Mais si tu goûtes par là, tu as un seul mot. Et vous voyez déjà là qu'entre voir, regarder et goûter, dans un cas vous aviez déjà un grand éventail de choix lexical, pour goûter il n'y a qu'un seul mot. Qui en plus veut dire autre chose par ailleurs, c'est-à-dire qui n'est pas particulièrement spécialisé, parce que ta'amata, ça veut dire aussi en fait essayer. Donc ça veut dire que ce qui est premier, ce n'est pas le sémantisme de du goût en fait. Oui. Voilà. Alors, pour l'odorat maintenant, encore une fois dans les mots courants, parce qu'on trouve des mots anciens recueillis par Davis, mais qui a priori sont complètement sortis d'usage. Mais au moins pour les mots courants, il y a haua, que tu as cité, et puis il y a hoi aussi, de hongi,
qui est en fait sentir, mais sentir la peau de l'autre, et souvent sentir, vous avez sans doute vu ces scènes des Maoris en particulier, qui se saluent en se reniflant mutuellement. Hein. C'est ce que font les grands-mères pour les bébés. Et donc ça correspond à un acte olfactif particulier, c'est pas juste sentir n'importe quoi, c'est sentir l'autre en fait, dans une relation sociale. Donc voilà 2 mots. Pour le toucher, donc on a fa, je palpe, on a tapea, où on saisit, on a une perception du volume, probablement. Et puis j'ai un mot dans le dictionnaire que moi-même je n'avais jamais utilisé, mais qui a l'air d'être le mot de référence du point de vue générique, qui est tiaia. 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 Tu l'utilises ça, John? Je me tourne vers John, que vous connaissez probablement, qui est quand même un des grands spécialistes de la langue tahitienne. Tiaia, est-ce que c'est un mot que tu emploies très rarement? Tout simplement parce que quand on l'utilise, personne ne le voit. C'est ça. Donc vous voyez bien que les champs lexicaux ne se déploient pas de la même manière selon le canal perceptif. D'accord? Bon, c'était la première observation. Donc on va maintenant se plonger dans le champ lexical de l'audition, si vous voulez, avec toujours l'acte perceptif. Alors, et là, je vais juste faire un pont comparatif avec le français. Il se trouve qu'en français, on a 2 mots qui sont écouter et entendre. Et souvent, on propose comme traduction du tahitien faro, on propose comme traduction à la fois entendre ou écouter. Et ce lien-là m'intéresse parce qu'il n'est peut-être pas si évident que ça. On va regarder. On va écouter. Alors, je regarde d'abord la définition d'écouter et d'entendre en français. Donc, écouter, selon le trésor de la langue française, c'est tendre l'oreille vers ce que l'on peut entendre, prêter attention à ce qu'on entend. Donc, ce qui est important, c'est que dans l'acte d'écouter, semble-t-il, tel que le disent les définitions, y compris les définitions plus techniques, pour les linguistes qui seraient dans le public, là, je pense en particulier aux travaux de Frankel et Lebeau, dans un ouvrage qui s'intitule « Les figures du sujet », où les 2 auteurs travaillent précisément sur les verbes de perception. Dans le cas de « écouter », il y a quelque chose qui relève de l'agentivité. On tend l'oreille, on est volontaire pour écouter. Alors que pour entendre, alors déjà pour entendre ça se complexifie, parce que entendre en fait relève de 3 domaines différents. Il peut être utilisé soit strictement dans l'audition, quand vous dites j'entends un oiseau qui chante, très bien, et là, l'idée c'est que le sujet qui entend, il est d'une certaine manière, il est représenté comme étant non agentif, non agent. C'est pas lui qui décide d'entendre. On peut très bien entendre sans avoir voulu entendre. Alors qu'on ne peut pas écouter sans avoir voulu écouter. D'accord ? L'autre idée importante, mais qui est un peu compliquée à développer, c'est qu'il peut y avoir un écoutable sans un écouté. C'est-à-dire l'objet que vous écoutez peut exister indépendamment de vous. On peut d'ailleurs vous dire, tiens, est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent dans la forêt? Est-ce que tu les entends? On peut ne pas les entendre, d'accord? Écoute les oiseaux. Donc. Et même si je ne les écoute pas, ces oiseaux, ils continuent à exister. En revanche, il n'y a pas d'entendable indépendamment d'un entendu. C'est-à-dire l'existence de l'entendable dépend du fait qu'il soit entendu. Alors voilà, je m'excuse d'être un peu technique, on va s'arrêter là, mais on verra si ça peut nous servir tout à l'heure quand on va parler du tahitien. Alors en tahitien précisément, et donc je laisse de côté pour entendre 2 autres domaines importants, mais on ne va pas complètement les laisser de côté, c'est que entendre relève aussi de l'intellection, c'est-à-dire comprendre. On peut très bien dire « je n'entends rien à ce que tu dis », au sens où je ne comprends rien, je n'entends rien à la langue japonaise. Et puis ça peut être aussi du domaine de la volition. J'entends partir demain. Vous voyez ? Bon, y a-t-il ces nuances en tahitien? Oui, donc comme quoi, encore une fois, le passage d'une langue à une autre n'est pas un simple changement de nomenclature où je remplace une étiquette par une autre et je retombe sur les mêmes domaines. Bon. Alors en tahitien, le mot le plus fréquent, puisque cette fois nous nous plongeons dans le domaine de l'ouïe, le mot le plus fréquent c'est faro, pour entendre, et traduit dans le dictionnaire à la fois par entendre, écouter, obéir, et un autre prolongement, mais que je ne vais pas développer ici, c'était aussi le fait de croire à une religion, puisque faro, fa'a, ro'o. D'ailleurs, ça définit également, c'est un autre mot pour dire religion. C'est ça, hein, la religion, la confession en fait, hein, parce qu'il y a plusieurs confessions, ça sera faro, faro pour le Tétéani, faro tatorita, donc confession religieuse, etc. Cela, ça explique d'abord parce qu'ils ont entendu le message et puis maintenant ils y croient.
Ça veut dire pharaon d'abord. Oui, je pense qu'effectivement, historiquement, le sens de croyance ou croire est un sens qui s'est construit plus tard. Donc je vais me concentrer pour l'instant déjà sur entendre, écouter. Alors, voilà, alors le mot ro'o en tahitien, c'est comment dire, c'est quelque chose de fameux, c'est-à-dire c'est le tona ro'o, c'est ce qu'on dit de lui. Voilà, c'est ce qu'on dit de toi, c'est ta réputation, voilà. Hein? Et vous pouvez dire, Watu tona ro'o, ça veut dire, voilà, sa réputation c'est répandu, et c'est ce qu'on dit des grands héros, justement, c'est-à-dire on a entendu parler de lui. Oui. C'est intéressant parce que le marquisien c'est ono et oko. Voilà, alors Et ça c'est pour entendre. j'y viens. Alors si on prend justement l'étymologie de fa'aro'o, en fait c'est un mot dérivé. Alors fa'aro'o existe déjà sous cette forme, enfin il y a un étymon de fa'aro'o déjà en proto-polynésien qui est fakarongo. Mais fakarongo c'est donc une forme dérivée avec un préfixe faka qui signifie faire ou rendre. C'est ce qu'on appelle un préfixe factitif. Et donc en proto-polynésien, quand on regarde les bases de données étymologiques, on trouve deux formes. On trouve rongo, qui veut dire entendre, et fakarongo, qui est traduit par entendre, écouter, obéir, dans les bases étymologiques de ce qu'on appelle le POLEX, un Polynesian Lexicon online. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y avait au départ deux mots pour dire entendre, écouter, si vous voulez. Rongo, pour désigner l'action. Plus personne en tahitien aujourd'hui n'utilise rongo pour dire j'entends. Tout le monde va passer par faro, d'accord? Mais au départ, donc en proto-polynésien, il y avait rongo qui était, semble-t-il, plutôt l'acte passif, en quelque sorte, d'entendre, et fakarongo, sans ambiguïté du point de vue étymologique, renvoie à un acte agentif. Faka, c'est encore une fois un acte factitif. Si vous faites fa'atopa, c'est tomber, fa'atopa, c'est faire tomber quelqu'un, par exemple, ou quelque chose. Donc fakarongo, dans la forme, et fa'aro en tahitien, du point de vue historique, a priori, garde cette nuance d'agentivité. Alors je vais soumettre aux locuteurs du tahitien qui sont ici présents, qui veulent bien se soumettre à cette expérience, l'exercice suivant. En français, je peux dire par exemple, je n'ai pas cessé d'écouter la forêt, mais je n'entends pas les oiseaux. Vous voyez qu'en français, on va donc basculer de écouter à entendre. Comment traduiriez-vous ça en tahitien? Alors, il y a un mot qui ressemble à ça. C'est le mot qui a un sens de je discerne. Dans ça, il y a ceci. Te faro ravau, te maniania, te haravau, et te taïoteman. Et est-ce que tu peux faro sans haro aroa? C'est-à-dire, tu essayes de faro. C'est un acte. Tiens, tu essayes d'écouter, Et tu discernes. mais tu peux discerner ou pas. Tu peux discerner ou pas. Mais D'accord? si je discerne, je dirais te haravau. Voilà. Et haro aroa, que je n'ai pas cité, effectivement, c'est ce mot pour discerner, mais qui peut s'employer aussi pour la vue et pour les autres sens, en fait. Haro aroa, ça serait précisément le mot, a priori, le plus générique, le plus général, pour la perception, mais qui réussit, en quelque sorte. Haro aroa, c'est percevoir et avoir été en mesure d'interpréter. Alors j'ai voulu mettre en parallèle, donc, mais déjà vous voyez que faro, l'idée c'est actif. Et vous voyez que justement, l'exemple qu'on vient de montrer, c'est qu'on ne va pas passer par faro pour je n'entends pas ou j'entends. Vous voyez, la dimension passive, en fait, elle est assez mal traduite par faro. C'est pas le meilleur choix de passer par faro pour ça. Parce que faro est plutôt du côté du écouter actif à cause du fa'a factitif. Il me semble. Hein. Jacques, il y a en tahitien par exemple, la situation suivante. Si je te dis, Jacques, te farora oitmanu, tu peux dire, je rejoins le discernement. Et je ne dis pas, mais la question est, as-tu entendu? Et je réponds, je peux utiliser également IT. Je perçois. Et donc pour renforcer l'idée de perception effective, tu vas repasser par IT, qui est cette fois au sens de savoir et non pas de voir. Voilà. Mais vous voyez, donc c'est pas encore une fois une relation biunivoque entre entendre, écouter et faro. Alors, poursuivons. Tout ça est exploratoire, hein, évidemment. L'autre mot que j'ai trouvé très intéressant à mettre en vis-à-vis avec faro,
c'est fa'aturi. Oui. Pourquoi? Parce qu'en proto-polynésien, on trouve effectivement fakarongo, qui est un acte volontaire, mais on trouve aussi fakatuli, qui veut dire faire comme si on était sourd. Donc en fait, on décide soit d'écouter, soit de ne pas écouter. On fait le turi. Alors, turi en proto-polynésien, c'est sourd, être sourd. Et donc, je vous citerai des exemples tout à l'heure dans des textes anciens où justement on fait le reproche à un tel de faire le fa'aturi-turi, c'est-à-dire de faire exprès de ne pas vouloir entendre. Et d'où, ensuite, les sens dérivés. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui fait l'effort de fa'aro, parce qu'il veut bien écouter. Et inversement, s'il n'écoute pas, il est fa'aturi, il fait le sourd. D'où la valeur, je suis perturbé par ma propre voix, d'où la valeur qui glisse du sens écouter, entendre, et surtout écouter, vers, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce en fait c'est en écho. Merci, Yana. Et donc, je suis perturbé, donc j'étais sur Fakaturi, voilà, je voulais juste faire cette comparaison, et du coup, et montrer que le système en binôme, il fonctionne à la fois pour écouter activement ou faire le sourd, mais il fonctionne aussi pour écouter, obéir, mais aussi faire le sourd, désobéir, n'en faire qu'à sa tête. Je ne sais pas si vous voulez réagir jusque-là, ou s'il y a des choses... Ouais. Le mot a complètement glissé aujourd'hui. C'est peut-être un homonyme. Ouais. Mais... C'est à cause de Turi. Le Turi, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la maladie qui s'appelle, il y a le produit, le cérumen qui bloque l'audition, qui s'appelle le taturi. Ça vient de là que le mot taturi, c'est d'avoir l'oreille bouchée. C'est pour ça qu'on dit elle était bouchée ou quoi, ça vient de là. Oui. Et en fait, tu as raison, le taturi en tahitien contemporain vient en fait en proto-polynésien de tae turi, tae de tout tae. En fait, c'est c'est l'excrément dans les oreilles, d'accord, et qui bouche l'oreille. Oui. Alors maintenant, Jacques, ce qui est intéressant dans le mot d'un enfant maintenant, on ne va pas dire non, je sais bien, bien sûr. Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'il y a une ambiguïté, il y a un homonyme aturi qui veut dire adultère. Adultère, oui, qui complique un peu les choses. Adultère, alors c'est pas ce qu'on veut dire. Oui, tout à fait. Mais effectivement, ce qui m'intéressait, ça, c'était les étymons proto-polynésiens, et c'est surtout la racine turi en proto-polynésien, qu'on va retrouver ensuite sous les formes taria turi ou turi turi, etc. Bien, alors poursuivons. Sauf si vous avez déjà des questions. Alors maintenant, un mot sur les... Alors, toujours sur faro, ce qui est intéressant, c'est que, certes, faro peut être traduit parfois par entendre et par écouter, mais faro en tahitien peut être transformé. Faro peut être redupliqué. Donc on peut introduire de nouvelles nuances. On a faro, mais on a aussi faro-ro, qui est écouté un peu partout, faro-ro, parfois de manière indiscrète. D'accord? Faro-ro. J'ai entendu dire, alors oui, quand on retombe sur entendu, mais en fait, j'ai été écouté pour récupérer de l'information. Et puis, on peut aussi utiliser des directionnels. Faro-atu, faro-mai. Donc, ces mots-là rajoutent des nuances supplémentaires. On n'a pas le temps de rentrer dedans, sauf si vous le souhaitez dans un moment de discussion à la fin. Et puis, je voulais absolument citer un exemple de John, en fait. Atari ameina et totaria itef atenia te maori tupuna. Ça, c'est très intéressant parce que le tahitien, ayant une faible opposition entre le verbe et les noms, on peut assez souvent utiliser les organes eux-mêmes pour désigner l'acte de perception. C'est ce que fait John dans cette citation, qui signifie « écoute, prête l'oreille à la complainte des ancêtres ». Ataria meina ito taria, donc littéralement « oreille, ton oreille ». Si je devais traduire, ce serait très moche évidemment en français, mais en tahitien c'est très beau, et c'est un procédé stylistique assez fréquent. Vous voyez, le mot taria désigne à la fois l'oreille, to taria, ton oreille, mais aussi le fait de tendre l'oreille. On aurait pu dire fata fata et to taria, mais c'est plus joli. C'est moins poétique. Et il y a aussi l'idée de la fonction, que ton oreille occupe sa fonction d'oreille, c'est-à-dire d'entendre. Bien. Alors, on peut maintenant discuter un petit peu. Ça recommence. Il y a un décalage.
On va passer maintenant du côté des sons perçus, si vous voulez. On va juste parcourir. Alors, sachez que donc dans cette liste que j'ai tirée en travaillant sur la base du dictionnaire de l'Académie tahitienne, c'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage au travail réalisé par l'Académie tahitienne, évidemment, sans quoi nous ne pourrions pas discuter ce soir de ce sujet. Eh bien, pour les mots désignant des sons particuliers, j'ai déjà isolé 54 mots différents dans le dictionnaire. Certains probablement en usage aujourd'hui régulièrement, d'autres peut-être tombés en désuétude. Alors je vous en cite quelques-uns et on peut en discuter. Ahataina, le bruit ou le tumulte. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est un mot que vous, pour ceux qui sont locuteurs du tahitien, qui vous parle encore aujourd'hui. Ahataina. Oui, mais ça c'est dans la littérature qu'on l'utilise, très peu dans le parler. Ahehe. Oui, ça c'est sûr. On ne va pas tous les faire comme ça. Hein. De quelqu'un qui dit n'importe quoi, arrête de faire. Voilà. Et ahoahoa. Ah mais ça c'est pareil. Tahoa, il y a tahoa. Ahoa, tu fais des bruits, tu fais... On a marre d'entendre. Tahoa, Aruerue, dans le sens bruit produit par des appels et qui provoque un écho. oui, oui. Aruriruri, rumeur, bruit confus. ATT, bruit provoqué par des objets qui se heurtent. Tintement, cliquetis. ATT, ça rejoint ce que tu me demandais. Il y a le chant de Orihiro. Alors on peut redupliquer, on peut dire ATT-TT. Absolument. Donc ça c'est ce que permet la langue tahitienne, donc, et ça rejoint les questions de ce qu'on appelle d'iconicité ou d'onomatopée, si vous voulez, c'est-à-dire que les sons de la langue cherchent à reproduire d'une certaine manière, les signifiants de la langue cherchent à reproduire le réel. Et donc la reduplication, c'est le fait de redoubler des syllabes ou des mots, est un procédé très fréquent en tahitien et très utile justement pour ces procédés onomatopéiques d'imitation du réel. Alors vous voyez, là on est juste à la lettre A, hein. Donc on ne va pas faire tous les mots, mais c'est pour vous dire la richesse du vocabulaire tahitien pour qualifier les différents sons perçus. Et donc, on va se concentrer sur certains d'entre eux. J'ai proposé de parler de taï. Je me concentre sur ceux que j'entends le plus fréquemment. Donc taï, qui veut dire, donc, dans le dictionnaire tel qu'il est traduit dans le dictionnaire, pleurs, chagrin, cri, son. Et le dictionnaire ajoute son d'un film cinématographique. Tani, et puis du proto-polynésien tangi. Et si on regarde dans le polek, justement, eh bien c'est to cry, weep, mourn, lament. Donc c'est pleurer, se lamenter. Voilà. L'autre mot, c'est auto. Et souvent, auto est parfois présenté comme un synonyme de taï, mais en fait, sans doute pas vraiment. Alors là, la traduction, c'est chagrin à nouveau, peine, plainte, pleurs. Et on voit que le auto, il est du côté de la douleur, semble-t-il, assez régulièrement, mais il s'emploie aussi pour des instruments, des auto, des vivo, des auto, des fira, etc. Donc peut-être un son plus chargé et peut-être plus harmonieux que simplement taï. Alors ça, c'est intéressant parce que si auto est plus harmonieux, étonnamment, quand on replonge dans le proto-polynésien, on tombe sur koto, qui est à l'origine de auto, et koto, c'est le caquettement de la poule, qui n'a absolument rien d'harmonieux a priori. C'est intéressant de voir comment les langues se transforment. Un autre mot intéressant que vous avez sans doute entendu déjà, c'est magnagna. Magnagna, c'est le bruit, mais ce n'est pas n'importe quel bruit. En français, on peut utiliser le mot bruit de manière générique pour désigner n'importe quel bruit, y compris des bruits qui sont agréables à l'oreille. On peut dire ce bruit me séduit ou me plaît. En tahitien, si vous dites magnagna, il est nécessairement connoté désagréable. Le magnagna, c'est un bruit qui perturbe, qui dérange, qui trouble l'ordre social même parfois, puisqu'on peut utiliser le mot magnagna pour quelqu'un qui fait des histoires. Te magnagna noara ona. Là, elle n'arrête pas de nous faire des histoires et venir rouspéter, etc. Alors, bon, vous avez le mot aruerue qui est sur la fiche, qui signifie bruit produit par des appels et qui provoque des échos, etc. Alors j'ai voulu rajouter également comme type de son important, évidemment, reo.
la voix humaine, qui est identifiée parfaitement et qui a son son, qui a son mot à lui pour être désigné. Donc, dans la perception du réel, le bruit émis par l'appareil phonatoire humain porte son nom, Reo. Je ne sais pas si vous voulez commenter là ou non. Même en Pamoutou, pas de. Okay. Bien. Alors, justement, ça c'est intéressant parce que quand on dit magnania, ça ne veut pas dire silence en fait. Ça veut dire, vous faites du bruit, tu fais du bruit, et il faut faire silence. Alors justement, j'en viens à la question qui m'intéresse, et qui était dans le titre de la conférence, c'est comment dit-on silence alors? Et donc j'interroge les gens, mamou c'est se taire, mais le mot mou tout seul quand on fait une recherche, c'est murmurer, ça peut être grommeler même. Donc en fait, mamou, c'est pas forcément se taire pour faire silence total, c'est ne pas articuler de paroles audibles et compréhensibles. Mais je peux très bien mamou tout en étant comme ça. D'accord. Alors comment dit-on silence? Non pas silence, faites silence, mais le silence. Le silence, c'est un autre silence. Je ne sais pas, je ne connais pas le silence. Intéressant, non? Pas de mots pour dire va, c'est être muet. C'est pareil, c'est lié à l'acte de parole. Enfin, c'est ne pas parler. Il y a la possibilité en tahitien de désigner cela par le contraire du mot, avec oré. Exactement. Exactement. Et donc j'entends les gens dire magnania oré. Ça n'a rien à voir avec silence. C'est pas aussi. Mais voilà comment on traduirait silence. Et donc, magnania oré, en fait, le oré est une particule négativisante. Hein, elle dit en fait, il n'y a pas de bruit. Et qui plus est, il n'y a pas de bruit qui dérange, si vous voulez. Donc le silence, en tahitien, dans la traduction courante, ce serait magnania oré. Parce que oré n'existe pas. Oré n'existe pas dans les dictionnaires pour justement désigner l'inexistence de quelque chose comme le bruit. Enfin, j'ai pas vérifié ça. Il y a le soir, oré noir, oré nuit. J'ai pas trouvé ce sens-là, non. Alors, on va regarder par contre ce qu'on trouve dans les textes, dans le Théoria Henry. Et donc, on a un texte qui est très intéressant sur cette question. C'est le texte qui s'intitule « La création du monde ». Alors, je ne rentre pas dans le débat de savoir si les textes sont véritablement traditionnels ou pas. De toute façon, ils ont été, même si ce sont des textes syncrétiques probablement en termes de construction d'une représentation de la genèse du monde peut-être, la langue qui est utilisée dans ces textes est une langue de haute qualité qui relevait du 19e siècle, et ça on ne peut pas en douter. Or, dans ce texte de la création, vous avez Aroa qui est dans son enveloppe Rumia, dans son œuf primordial, qui tourne dans le pot infini, Teta mino mino no Ara Aroa, Hiroto etona pa. Et puis, à un moment donné, donc il est dans le pot. Le pot, c'est l'obscurité, hein, l'absence justement de perception, en tout cas visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il sort sur sa coquille, il finit par en avoir assez d'être enfermé dans sa coquille, il sort sur cette coquille de cet œuf primordial qui tourne dans le vide. Et là, on peut lire, donc, Wa unuhi meirat aroa vaho, donc, ta aroa sorti à l'extérieur, Ti atura ini aiho itonara pa'a, il se dressa sur sa coquille, Hi-o ihora et o-oya an era. Donc il regarda autour de lui et il était tout seul. Aore et muhu muhura. Et po an era tovaho. Il n'y avait pas de muhu muhura. Vous voyez, il n'y a pas, c'était le silence. C'était, il n'y avait pas, alors là c'est pas magnania. Ce qui est intéressant c'est aore et muhu muhura. Le terme muhu muhu. Et donc, muhu muhu, quand on va regarder dans le dictionnaire, c'est le murmure. Je vais tout de suite faire un saut. Mais ça ne veut pas dire silence. Pour dire il y a le silence, pour donner l'équivalent auditif de ce qui est visuel, à savoir le pot, on passe par la construction aore muhu muhura, ce qui serait muhu muhura ore, si vous voulez, comme magnania ore. Pour exprimer le silence, on passe par la négation de quelque chose qui est là. Bon, alors je passe à un autre exemple, je fais un saut, je vais dans un texte, toujours dans le Théoria Henry, qui s'intitule hein, Le déluge. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que... Alors c'est pas celui-là, excusez-moi, oui.
On nous parle donc, non, je viendrai sur ce texte après. Donc le terme Muhumuhura apparaît au moins à 2 reprises donc, dans le document de Tewureneri, mais je m'aperçois que j'ai perdu le deuxième, donc je vais essayer de le retrouver en vitesse. Ce qui m'intéresse en fait, en même temps que je fais cette recherche, c'est que est-ce que les Polynésiens au fond pouvaient-ils faire l'expérience du silence? Imaginez-vous dans une île, à part en étant sourds, mais les sourds précisément, surtout dans des conditions où on ne leur permet pas de développer des compétences orales, les sourds ne peuvent pas ensuite traduire en mots l'expérience qu'ils font du silence. Mais si vous prenez les entendants qui vivent dans des îles, peut-on faire l'expérience du silence? Autrement, peut-être qu'en allant dans une grotte. Mais y a-t-il finalement tant de grottes que ça où il fait silence? Si vous allez au Lavatube, il y a des rivières dans la grotte et ça résonne énormément. Il faut aller très loin. Je conseille à tout le monde de se rendre un jour, si vous avez la chance, dans une salle qui est acoustiquement mort. Oui. Un vrai silence à 100%. Et ça, c'est une expérience vraiment extraordinaire parce que c'est un état qui n'existe pas ailleurs de ces chambres spécifiques sourdes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que vous entendez que vous-même. Absolument rien. Oui. Mais vous entendez, on s'entend soi-même, on entend les bruits de son propre corps. Son propre cœur était... Voilà, les veines et tout. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Et parce que la silence, et moi je crois, si je prends le marquisien, par exemple, si on dit il y a trop de bruit dans la classe, on dit poutou. Hein? C'est-à-dire faites le saut. Hein? Oui. Faites le saut. Et je crois la silence, c'est plutôt une question de pas de bruit, plutôt dans le sens calme. Des choses comme ça, plutôt dans être calme et pas de mouvement, plus de mouvement que vraiment de bruit parce que les bruits ils sont finalement créés par des mouvements. Et c'est-à-dire si on n'a plus de mouvement, on devient calme. Beaucoup, beaucoup. Oui. Si tu pouvais tourner un peu. Oui, oui. Voilà, c'est plutôt ça. Merci, Michael. Alors, dans le champ du poisson. Dans le champ du poisson, à un moment donné, il mammouth uri, que lorsque les prêtres décident de poser le rahoui, les poules, les coqs, tout doit se faire. Il mammouth uri, n'est-ce pas? C'est mamou qu'on utilise pour dire silence. En fin de compte, c'est se taire. Mais ne pas mettre se taire. Mais ça ne garantit pas qu'il y ait quand même le silence. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend le texte de la création du monde, si on dit Aore Muhumuhura, je fais l'hypothèse que les Polynésiens reconnaissaient l'existence permanente d'un bruit ambiant, un Muhumuhura permanent, comme aujourd'hui on reconnaît l'existence d'un bruit permanent dans l'univers qu'on peut éventuellement capter, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a toujours le son des vagues sur le récif, il y a toujours le chant des oiseaux, il y a toujours quelque part un murmure qui fait qu'on ne fait jamais l'expérience du silence, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, c'est dans ce sens qu'ici, dans ce récit particulier, il peut y avoir l'expression de cette situation extraordinaire. Aore et Muhumuhura, qui arrive au tout début du texte, qui justement pose une scène extraordinaire, avant que le monde ne s'organise, et avant que le monde finisse par bruire de tous les êtres qui ont été créés. C'était juste le cheminement vers lequel je voulais vous emmener sur ce Muhumuhu et ce mot silence. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler encore. Je ne sais pas quel est le... Bon, ok. Alors j'avance. Alors j'ai relevé aussi dans le Tewureneri des textes intéressants sur, par exemple, la fabrication de Tane, l'homme-dieu, par Atea. Atea qui fabrique. Et donc il y a le passage justement où on s'occupe des oreilles. Ça c'est intéressant d'aller regarder comment ça se passe. Alors, Wafanho hiara te taria te tama. Donc on organise l'oreille de l'enfant, donc l'enfant tané, l'enfant Dieu tané qu'il faut organiser. Anho te taria turi et taria afa. Donc fait en sorte que l'oreille qui était turi, c'est-à-dire sourde, devienne une oreille ouverte. Et taria faro watu, et taria faro mai. Oui. Bon, et ça continue comme ça. Donc c'est juste là une évocation poétique, mais c'est intéressant de voir comment ça s'organise. Et puis, à un autre moment toujours, Atea revient pour parfaire son œuvre de fabrication de cet enfant. Et donc, elle prend des coquillages pour percer
Et on dit Ihou Meiyai Itetaria Or. Donc il faut percer un trou pour que l'oreille soit percée pour qu'il puisse entendre. Et ça va te plaire. Et Fanho Aera Itetaturi Hiroto. Donc on perce le trou, mais si le trou était percé et sans rien, il pourrait finalement ne jamais aturi. Donc on lui met quand même du taturi pour lui permettre de temps en temps d'être tariaturi. Donc on lui met du cérumen, si vous voulez, un taturi c'était le cérumen. Donc Atea perce le trou de l'oreille, mais il met quand même du cérumen, et donc on a la possibilité à nouveau d'ouvrir ou de fermer. Voilà. Alors je terminerai par un dernier texte, deux textes. Un premier texte qui raconte le déluge. Et donc il y a une scène dans ce déluge où justement on évoque les bruits entendus. Donc c'est Ruahatu qui a prévenu les habitants, deux pêcheurs viennent là où il habite, au-dessus de la grotte, le dérangent, et donc il est fâché, il dit à ces deux pêcheurs, allez vite prévenir vos familles, vos districts, etc. Parce que si jamais vous ne vous mettez pas sur tel îlot, eh bien vous serez engloutis par le déluge, ce sera votre punition. Et donc les malheureux pêcheurs essayent de convaincre les populations, et à un moment donné on explique justement la non-compréhension. Donc donc les gens du district riaient, se moquaient de ce que les pêcheurs disaient. Certains gros melés. Certains turi leurs oreilles, bouchaient leurs oreilles. Et c'était comme des poteaux sourds. Ils avaient des oreilles alors les reipahi, ce sont les figures de proue sur les bateaux. Donc c'est comme s'ils avaient des oreilles de tiki, si vous voulez, de sculpture. Voilà. Et ore atura taro ma teaharoa pro io ite putaria. Donc les paroles de ces deux pêcheurs ne pouvaient plus rentrer dans le pavillon de l'oreille. Alors certains réussissent à se réfugier sur l'île, d'autres pas, et là surgit le déluge, et la description du déluge comporte des éléments sur les sons, justement, et on trouve du vocabulaire. Te mur ao tetai. Et justement ici, mur ao tetai, c'est pas le fait que la mer se tait, c'est le fait que la mer murmure, gronde. Te papaina o tetai inia te urura ao itahatai. Le papaina, c'est les bruits d'explosion ou de craquement. De la mer qui vient se briser sur les arbres côté terre. Te ahehera a te farero. Les farero, c'est les coraux à branches qui se cassent sous la mer et qui frottent les uns contre les autres. Ahehe. Et te uura o te miti, et te hamoe te aao. Et donc le bruit de fracas de la mer qui vient se casser sur le récif. Voilà. Bon, alors au terme, j'ai un dernier exemple que John connaît bien, c'est la citation pour justement Tahiti le poisson. O Tahiti teye o te vari urirao, wa rao te huru o te oto o te manu. Donc un des qualificatifs, une des épithètes de Tahiti, c'est le chant des oiseaux, te oto o te manu, le chant des oiseaux est multiple, wa rao te oto o te manu, qui est un des qualificatifs de Tahiti. Alors, donc voilà, on peut effectivement, en partant de ces catégories de la perception, etc., faire effectivement un travail intéressant d'analyse sur les textes et sortir des choses, je trouve, intéressantes. Alors, je vais m'arrêter là, juste en évoquant quelques pistes. On pourrait travailler sur ces histoires d'onomatopée, de fonctionnement onomatopéique, sur également la question de la métaphore. Y a-t-il dans les textes tahitiens des métaphores sur les sons ? Une voix qui ressemblerait, enfin là, si c'est comme, c'est une comparaison, mais aidez-moi à trouver une métaphore jolie. La voix humaine comparée à des instruments de musique. Voilà. Par exemple. Voilà. On l'utilise surtout pour les orateurs. Voilà. Lorsqu'on parlera par exemple du style d'un orateur, on pourra dire on utilise ce genre de terme. Voilà, donc là, John faisait des comparaisons avec la voix humaine et des instruments de musique connus. Le ahehe, par exemple, c'est le ihara. Donc ça, c'est un chant de recherche possible, et de comprendre du texte. Un autre
autre champ que je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle la synesthésie, qui relève un peu aussi, qui est dans le champ de la métaphore, c'est-à-dire la synesthésie, c'est... Oui, c'est un exercice complexe. Donc la synesthésie, c'est le fait de mélanger dans la perception en fait, des canaux différents. C'est par exemple, si vous dites... là aussi, j'aurais dû préparer mes exemples en avant, parce que là, je suis fatigué, ça ne revient plus. Mais si vous dites un son dur ou un son doux, dur ou doux, c'est départ, c'est pas un phénomène auditif, c'est tactile, si vous voulez. Donc, quand on mélange deux canaux perceptifs différents, on est dans quelque chose qui relève de la synesthésie. Et donc, ça, c'est intéressant de regarder dans quelle mesure le tahitien organise éventuellement, dans le cas de la métaphore, en quelque sorte, ces phénomènes synesthésiques où on va utiliser, en français, on dira des paroles amères. Donc on mélange le goût avec quelque chose qui est perçu de manière auditive. Donc quels sont, pareil en tahitien, là j'ai pas suffisamment de données, mais on peut en discuter, ça peut être le point de démarrage de cette discussion, de ces relations qui sont faites dans la métaphore, en passant ou pas par la synesthésie. Bon voilà, c'est juste une ouverture qui permet ensuite de passer à la discussion. Merci. Alors... Là, je fais juste circuler le micro maintenant, je ne parle plus. Fred, tu as des idées comme sur le Pamouto aussi, ou Michael sur le marquisien? La question que moi je trouve intéressant, c'est qu'on utilise dans le tahitien, j'ai trouvé intéressant, on utilise toujours le préfixe causatif pour écouter. Et au marquisien, on ne fait pas ça. Mais on fait clairement la différence. Haka oko titahe et oko wao. C'est-à-dire j'entends ou j'ai fait entendre quelqu'un. On fait bien la différence. Et c'est quand même intéressant en tahitien, ça s'est mis dans ces spécialités. Est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est grâce à un oubli dans le dictionnaire de Davis? Non, mais cette question-là, est-ce que ça existait avant et c'est devenu, parce que c'est quand même un changement assez important. Hein? Faire entendre ou entendre, c'est quand même deux choses très très différentes. Et oui, par rapport au silence total, je crois que dans les traditions des Tuamotu, il y a Tekore, qui est l'état avant l'existence, avant l'apparition du monde. Et là, forcément, c'est un silence total, parce que rien n'existe. Tekore, c'est aussi l'absence de tout le reste. C'est le néant, en fait. Donc, voilà. Et dans le néant, il y a forcément le bruit. Il n'y a pas un mot qui non. est spécialisé pour l'absence totale de son. C'était juste par rapport au marquisien. Le mot ono, il a deux sens. Il prend deux sens dans le sens où il y a le toucher et pour l'ouïe. Du coup, je me demandais aussi comment ça se passe. Enfin, Fakarono, c'est le proto-tahitien. Fakarono, c'est un proto-polynésien. Ah, proto-polynésien. En polynésien, il y avait deux formes, en tout cas attestées dans le polynésien lexicon en Inde, qui okay. sont Rongo, qui est traduit simplement par entendre, et Fakarono pour écouter, entendre aussi et obéir. Ah, ok. Et il n'y a pas le sens touché. Il n'y a pas le sens de percevoir dans le toucher. Ah, ok. C'est intéressant ce qu'on dit. On a un glissement sémantique oui, mais ça c'est un homonyme, je crois. Oui, c'est un homonyme. C'est un homonyme, c'est une autre racine. C'est une autre racine. Oui, il faut faire. Bon, là, il faut les regarder, mais il arrive assez souvent en tahitien qu'il y ait des homonymes, dans la langue polynésienne, qu'il y ait, comme ils ont perdu beaucoup de consonnes, vous voyez, qu'il y ait des homonymes, c'est-à-dire des mots qui au départ, sur votre exemple, je dis n'importe quoi, mais on peut imaginer qu'il y avait au départ longo et rongo, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais comme les deux ont fusionné dans les langues polynésiennes de l'Est et qu'en marquisien en plus c'est devenu une glottale, l'opposition peut disparaître. Et donc il faut aussi vérifier ça préalablement avant de faire des interprétations. Michel, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, te demander si tu as l'intention de faire un travail et de le publier sur ce sujet. C'était pas prévu, mais c'est vrai que c'est intéressant du coup, donc ça ouvre un... Oui. Oui, et surtout cette question de silence, c'est intéressant parce que
on a quand même, qu'est-ce qu'on dit, le pouvoir de silence. C'est-à-dire le chef le plus important, il ne parle pas. Il a quelqu'un qui parle pour lui. À Fidji, par exemple, c'est très important. Moi, j'ai vécu 5 ans à Fidji. C'est vraiment le silence et le comportement de ne pas faire de bruit. C'est hyper important. Et si le chef il ne parle plus, ça peut devenir quelque chose assez intéressant. Mais il a quelqu'un qui parle pour lui. C'est-à-dire aussi, on baisse la voix la plus importante. Personne parle de moins en moins fort. Après 4 ans à Fidji, je suis rentré en Allemagne, tout le monde m'a dit parle un peu plus fort. Non, c'est vrai, parce que le ton en général, on ne l'écrit pas dessus. Non, on parle très très respectueux. Et le respect, c'est ne pas parler fort. C'est vraiment important. Et ça, le maximum de respect, c'est ne parler plus, d'une certaine manière. Du coup, j'ai un exemple de synesthésie qui me vient en tête, un silence pesant. Voilà. Oui. Et silence éloquent. Oui, éloquent aussi. Et puis un silence, par exemple, on peut avoir, dans les discussions dans un village, ça peut arriver, bon, les femmes ils sont invitées, et tout le monde dit, si les femmes ils ne parlent plus, ça devient très éloquent, dans le sens de dire, là, on est coincé, on a un problème. Hein? Ah oui, non, c'est sérieux, c'est pas... On n'a pas de mot pour silence, mais à l'opposé, est-ce qu'on a en tahitien quelque chose pour dire faire du bruit? Ah oui, ben on revient sur magnania, alors on peut dire magnania ou... Hein, alors encore une fois, mais magnana, si le bruit est un bruit perturbateur, c'est-à-dire que si c'est faire du bruit, alors on dirait en français, on dirait... Les concerts aujourd'hui des jeunes, ils appellent tous à ce que le public se manifeste et ils disent « faites du bruit ». Donc à ce moment-là, si je m'adresse à un public tahitien, je dirais « ha magnania ». Ben, c'est le terme qui conviendrait, oui. Mais ce n'est pas toujours bien perçu. Si vous dites ça... non, alors que là, dans les concerts, c'est perçu, il faut applaudir. Magnania, c'est un bruit qui est négatif, voilà, tapageur. Si vous dites, par exemple, à des jeunes qui ont envie d'entendre de la belle musique, à Magnania, donc ce ne sera pas ça, exactement. Mais ceci dit... puissance, ça se met. Hapouaï. Mais ce que vous dites est intéressant parce que, comme on est en situation de contact de langue et que le mot magnania est traduit par bruit, il peut arriver aussi que dans la génération contemporaine, le mot bruit perde sa dénotation négative, sa connotation négative. Vous voyez ? Et donc, non, mais c'est un phénomène possible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils disent ah magnania en disant que finalement c'est faire un bruit, mais qui n'est pas forcément un bruit qui trouble. Mais normalement, le mot magnania, disons traditionnel, c'est un bruit qui trouble, qui perturbe. Donc, vraiment, magnania est utilisé de plus en plus pour désigner un bruit qui dérange. C'est ça. Parce qu'il y a 2 personnes qui parlent, je vais discuter avec lui, on parle, vous êtes... Hey, magnania. C'est ça. C'est soit magnania ou bien alors clairement fermé, pardon, mamou. Mamoureux. C'est complexe, hein? Merci pour ça, Jacques, ça nous met en selle, hein, parce que... J'aimerais que vous puissiez profiter des autres ateliers, donc je vous propose qu'on s'arrête là, sauf si vous avez d'autres questions, d'autres